Le chapitre 965 de One Piece est sorti et on sent que Oda est définitivement passé à la vitesse supérieure. Des révélations sur Wano, Oden, Roger et Barbe Blanche, je vous propose qu'on se pose 5 minutes pour discuter des détails qu'il ne fallait pas manquer. Et vous allez voir à quel point Oda met en place les bases de ce qui sera, je pense, une année 2020 mémorable pour One Piece. Pour soutenir la chaîne, abonnez-vous, activez les notifications et vous pouvez aussi commander nos œuvres sur notre Pop Store Pirate. Il y a un code promo Pirates Week jusqu'à samedi seulement. Avec le début de chapitre et une discussion très importante entre Oden et Toki. On se rend compte encore une fois que les gens de Wano sont très ignorants. Ils ignorent que la Terre est ronde, qu'il y a 4 mers, Grand Line, Red Line, et ils pensent que le monde se limite à Wano. On apprend justement une information importante sur Wano puisque Toki nous révèle que ses parents venaient bel et bien de Wano, mais qu'ils ne semblaient pas y être. Dans le chapitre précédent, Toki nous dit que son vœu le plus cher était d'aller à Wano et non de retourner à Wano, et je pense que cette nuance est très importante. Toki est né il y a 800 ans, donc ce qui veut dire que ses parents auraient déjà quitté l'île comme l'a fait Oden, mais reste à savoir maintenant si cet acte était considéré comme illégal à l'époque. Et Toki n'est pas n'importe quelle habitante de Wano puisque, comme on le sait, c'est une descendante des Hamatsuki, l'un des 5 clans majeurs de Wano. C'est même le seul personnage de ce clan, de cette famille qu'on a pu voir jusque-là dans One Piece. Parmi les 5 clans dirigés par les Kozuki, on retrouve une fois de plus une particularité liée à la lune, et je pense qu'Oda ne va pas tarder à révéler le secret qui se cache derrière. Autant au début il s'agissait uniquement de petites pistes, mais là franchement ça commence à faire de plus en plus, ça grossit de plus en plus, et je pense vraiment que la lune, on va découvrir qu'elle va jouer un rôle vraiment important dans le futur de One Piece. On commence avec le clan Fugetsu qui veut dire vent et lune, et on n'a vu encore aucun membre de ce clan pour l'instant. Le second, le clan Hamatsuki qui signifie lune céleste, donc on l'a vu avec la descendante qui est Toki. On a aussi Hiyori et Momonosuke, même si officiellement c'est des descendants des Kozuki, ils sont quand même à moitié Hamatsuki de par leur mère. Le troisième, c'est le clan Uzuki qui signifie pluie et lune et dont on n'a vu encore aucun membre non plus. En quatrième, le clan Shimotsuki qui veut dire lune gelée en japonais, et on a vu quelques membres, notamment Toko en début d'arc et Yasuye qui s'est sacrifié pour la rébellion. Et enfin, vous le connaissez forcément, le clan Kurozumi qui est incarné aujourd'hui par Orochi et qui prend une toute autre signification avec ce chapitre. On voit que chacun de ces clans comporte une référence à la lune, sauf les Kurozumi. En japonais, Kurozumi signifie charbon noir, mais il existe aussi le verbe Kurozumimasu qui signifie l'action d'assombrir ou de noircir. On a donc une symbolique parfaite avec le clan Kurozumi qui va faire tomber un à un tous les clans qui sont liés à la lune et donc à la lumière. On risque d'en apprendre plus sur les clans Fugetsu et Uzuki, mais vu leur absence depuis le début de l'arc, je pense que ça en dit long sur leur sort. On sait que les daimyo des clans ont été empoisonnés petit à petit par le grand-père d'Orochi. Je pense que s'ils ont survécu, ils n'avaient pas 36 000 choix, c'était soit trahir les autres clans et suivre Orochi, ou soit tout simplement se donner la mort. Pour résumer cette première partie, Toki vient d'un Wano d'il y a 800 ans, mais elle ne semble jamais y être allée et est née ailleurs. C'est une Hamatsuki, donc sa famille fait partie des clans majeurs de Wano, mais qui semblent avoir disparu. Et enfin, tous les clans de Wano, à part les Kurozumi, semblent avoir bel et bien un lien avec la lune. On passe maintenant à un passage que j'ai adoré, qui montre un petit peu l'ambiance sur le bateau de Barbe Blanche et qui montre encore une fois de plus l'ignorance des gens de Wano. Oden n'est même pas au courant qu'il y a un gouvernement mondial qui a autorité sur la majorité des royaumes et des îles, mais ce qui est intéressant, c'est la réponse que lui donne Barbe Blanche. Il lui dit que son pays est encore libre, et surtout il lui donne un conseil, celui de voyager avant de tirer des conclusions. Et je voudrais qu'on s'arrête sur ce passage parce que si vous avez remarqué, il y a des guillemets, donc ça veut dire que Barbe Blanche est en train de citer quelqu'un. Un personnage qui lui aurait déjà donné ce conseil et qu'il donne aujourd'hui à son tour à Oden. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous savez de qui pourrait venir ce conseil. En tout cas, cette vision montre bien la complexité du travail d'Eiichiro Oda sur un des thèmes qu'il aborde le plus, la liberté. D'un côté, Wano est libre puisqu'il n'appartient pas au gouvernement mondial, mais d'un autre côté, ses habitants, je pense, sont les moins libres de tous les habitants qu'on a pu voir jusque-là. Ils ne peuvent pas quitter le pays, ils n'ont aucune nouvelle de ce qui se passe à l'extérieur du monde, et en plus de ça, il y a des querelles à l'intérieur qui déstabilisent le pays. Malgré tous les défauts et les injustices du gouvernement mondial, jusque-là, les îles les plus instables politiquement sont celles qui sont libres et indépendantes. On a pu le voir sur Whole Cake, qui est dirigée par la tyrannique Big
Big Mom et où les habitants doivent sacrifier une partie de leur espérance de vie. Pareil pour Wano, qui a aucun soutien extérieur et qui va payer sa politique d'isolation quand Orochi va s'allier avec quelqu'un d'étranger, Kaido. Alors qu'une île comme Dressrosa, qui appartient au gouvernement mondial, semble être un peu plus stable et plus protégée surtout. Certes, c'est Luffy qui a fait tomber Doflamingo qui tyrannisait la population, mais en fin d'arc, on a tout de suite vu que le gouvernement mondial est intervenu pour stabiliser la situation. Je pense que si Dressrosa était une île indépendante, le passage de Luffy n'aurait laissé que misère et destruction. Mais comme on a pu le voir dans les mini-aventures de BG, même s'il y a encore des petits problèmes mineurs comme par exemple l'équipage des bactéries, l'île semble tout de même être stable, les bâtiments ont été reconstruits et les gens semblent y vivre normalement. Tout ça pour dire que Wano paye très cher son indépendance et qu'un coup d'état a été vraiment facilité, je pense, par cette politique d'isolation. Oda aborde la liberté avec beaucoup de subtilité et avec un point de vue qui fait évidemment référence à l'histoire du Japon, qui a aussi payé très cher sa politique d'isolation dans son histoire. On avance un peu avec la naissance de Momonosuke, qui veut dire le plus fort du monde, et qui est bien sûr une référence au conte de Momotaro dont je vous parlais dans une précédente vidéo. On apprend aussi qu'Oden, en plus d'avoir enfreint les règles de Wano, a maintenant un avis de recherche, c'est un criminel à l'étranger, donc je ne sais pas encore de combien est cette prime, mais j'espère qu'on va le découvrir dans les prochains chapitres. Ce n'est pas tout, puisqu'on apprend que Oden était le commandant de la 2e division de Barbe Blanche, donc on sait que Izo a été le commandant de la 16e division de Barbe Blanche, mais le plus gros choc de ce chapitre, je pense que c'est la découverte du petit Barbe Noire qui est orphelin, qui supplie Barbe Blanche de le laisser monter à bord de son navire parce qu'il n'a nulle part d'autre où aller. C'est fou de se dire que Barbe Noire et Oden ont voyagé côte à côte sur le même bateau, et ça ferme un petit peu la porte à toutes les théories comme quoi Barbe Noire serait originaire ou aurait été recueillie sur l'île de God Valley, puisque comme on le sait, ce qui se passe en ce moment dans le flashback, c'est bien après la destruction des Rocks. Quoi qu'il en soit, et comme je vous le disais dans une précédente vidéo cette semaine, c'est vraiment ce genre de passage qui donne toute cette dimension que je kiffe dans One Piece. Un simple détail sur un personnage arrive à chambouler toute la vision qu'on avait de ce personnage et donner vraiment de la profondeur à l'histoire. Et avant d'en venir à Roger, je voudrais qu'on parle d'un élément majeur de ce chapitre, la prévision du futur d'Orochi par un mystérieux personnage. C'est lui qui tirera les ficelles de l'ascension d'Orochi puisqu'il va lui donner un fruit du démon et du soutien. Ça fait d'ailleurs un très bon parallèle avec Trebol et Doflamingo qui, comme un petit peu dans cette situation, a profité de sa faiblesse pour lui fournir un fruit et lui mettre des idées noires en tête et faire de lui un monstre. Mais bref, le plus important, c'est l'utilisation du Mane Mane no Mi par ce mystérieux personnage justement, et qui, comme on le sait, est le fruit actuel de Mr. Two. Il s'agit donc soit du même personnage, et ça j'en doute grandement, ou soit simplement du précédent utilisateur du fruit et qui est donc logiquement mort. Il va donc utiliser ce fruit pour se faire passer pour le shogun agonisant et nommer Orochi comme intendant. La question est donc de savoir où est le vrai shogun à ce moment-là. La présence de ce personnage remet en cause pas mal de choses puisque maintenant ça va être compliqué de se fier au personnage. Il peut être n'importe qui, n'importe quand. Et ceux qui ont regardé Game of Thrones savent très bien que ce pouvoir entre de mauvaises mains peut être vraiment dangereux. Et on finit bien sûr sur la dernière double page qui est vraiment magistrale. On voit l'équipage de Roger qui est à son apogée, qui termine de s'occuper d'un groupe de marines. Ce sont les derniers mois de l'équipage et Roger est déjà malade à ce moment-là. J'aime beaucoup les détails de cette double page, surtout le fait que Shanks porte le chapeau de Roger au-dessus du chapeau de paille. C'est un détail qui, je pense, en dit long sur l'attachement qu'avait Roger pour Shanks. On peut voir aussi Riley en pleine jeunesse, Crocus le médecin de Roger et surtout Scooper-Gaban. Donc ça veut dire que ça ferme la porte à pas mal de théories. Malgré sa ressemblance avec Denjiro, là je pense que ça y est, ce n'est plus possible puisque, comme on le sait, Denjiro est resté sur Wano. À moins que Roger revienne de Wano ou que Denjiro a voulu justement partir à la recherche de Oden et donc l'aurait croisé en mer, je ne sais pas, mais franchement j'y crois très peu. Comme vous le savez, on vit les derniers instants de Toki et de Oden à bord du bateau de Barbe Blanche, puisque c'est certainement sur cette île qu'ils vont rejoindre l'équipage de Roger, comme ça a été dit il y a presque 4 ans dans le chapitre 818. J'ai l'impression qu'on va finir cette année 2019 avec des chapitres de One Piece de plus en plus fous, et franchement c'est le meilleur cadeau qu'Oda aurait pu nous faire. Je pense aussi que l'année 2020 est bien partie pour être l'une des années les plus mémorables depuis le début de One Piece, il y a 20 ans, et je suis vraiment ravie de vivre ça et de pouvoir le partager avec vous. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite dédicace à Clément Roussel qui nous suit depuis les 1200 abonnés. Un grand merci à toi. Je trouve ça fou qu'on soit presque à 100 000 abonnés et qu'on ait déjà traversé plusieurs arcs ensemble. Alors un grand merci à vous tous, que vous soyez là depuis le début ou pas d'ailleurs. C'est tout pour cette vidéo, c'était mes réactions à chaud sur le chapitre. J'ai essayé de développer un maximum de points, mais ne vous inquiétez pas, une prochaine
vidéo va sortir sur ce chapitre parce qu'une seule, ce n'est pas suffisant pour tout détailler. Alors abonnez-vous pour ne rien manquer et moi je vous attends en commentaire juste après la sortie de cette vidéo pour discuter un petit peu du chapitre. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur Relboo Channel.